Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Avec sa formation d'ingénieur, mon invité aurait pu finir dans un bureau d'études. Il a préféré marier ses connaissances techniques à son goût pour l'écriture. Il est aujourd'hui journaliste automobile au magazine Challenge et il s'intéresse tout particulièrement aux voitures électriques. C'est tellement vrai qu'il vient de publier un livre au titre volontiers provocateur, L'arnaque de la voiture propre. Alors, où est l'arnaque justement ? On va en parler avec Nicolas Meunier. Salut Nicolas. Salut Vincent. Ça va bien ? Impeccable, et toi ? Bon, très bien, merci. Alors, je suis très content parce que c'est le premier enregistrement de ce podcast que je fais en physique. C'est-à-dire que pour une fois, j'ai pas un interlocuteur qui est loin à l'autre bout d'internet, au bout d'un long tuyau. On est dans la même pièce, on est chacun notre micro, c'est tellement bien. Ouais, c'est quand même mieux en face à face. Ouais, complètement. Bon, écoute, Nicolas, donc tu as sorti un livre sur la voiture propre et on va y revenir tout à l'heure, mais d'abord, je voudrais un peu qu'on parle un peu de ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire un peu ta formation et ton parcours professionnel ? Alors moi, l'automobile, c'est quelque chose qui m'a passionné depuis tout petit, hein, comme beaucoup dans la profession, je crois. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours joué aux petites voitures. Ouais. Et en fait, j'ai toujours voulu être designer automobile. Ah. Donc ça a été mon rêve de gosse qui est jamais arrivé, mais peu importe, parce que là, ce que je fais me plaît beaucoup aussi. Ouais. Et c'est quand j'étais ensuite en études, je préférais par contre les matières scientifiques. Et donc, du coup, j'ai suivi une filière scientifique et rentrer en école d'art après une filière scientifique, c'est pas gagné. Ouais. Donc, du coup, je me suis retrouvé en maths sup, maths spé, parcours relativement classique après une filière scientifique. Ouais. Puis école d'ingénieur, l'ESTACA, qui était parfaitement adapté à l'automobile, quoi. Mm-hmm. Et ensuite, ce qui m'a permis de basculer en étant journaliste, c'est que j'ai commencé à faire un blog perso sur le design automobile. Mm-hmm. J'étais parti du principe que tu avais des critiques de cinéma, mais tu n'avais pas de critiques de design automobile. Donc c'est un blog qui a duré, un an et demi à peu près, que je faisais en perso sur mon temps libre chaque fois qu'il y avait une nouveauté. Mais j'essayais en fait de faire un article sur les voitures quand je les voyais en vrai, parce qu'il y a quand même toujours une distorsion entre les photos avec les belles lumières des constructeurs, etc. Et quand tu vois la voiture face à toi, où tu as une impression totalement différente. Mm. Donc j'ai fait ça pendant un an de manière quand même relativement intensive, jusqu'au jour où j'ai vu une annonce sur le blog auto, comme quoi ils cherchaient du monde et ça avait l'air d'être vraiment ouvert. J'imaginais le blog auto à l'époque, c'était quand même quelque chose de... Donc on est en 2007 à peu près, donc c'était quand même un des gros sites internet auto, à peu près, en termes de trafic, c'était quand même l'équivalent de Caradisiac. Ouais. Et moi, je pensais que c'était un gros machin avec plein de professionnels. Et en fait, je vois que c'était ouvert aux étudiants, aux retraités et tout. Donc, je me suis dit, tiens, sur un malentendu, ça peut marcher, quoi. Donc, j'ai envoyé 2-3 liens de mon blog. Et en fait, j'ai eu une réponse, je sais plus, peut-être pas le jour même, mais vraiment très rapidement. Comme quoi, ils avaient bien aimé mon blog, le ton que j'avais dans les articles et tout. Et que c'était OK pour entrer dans l'équipe. Donc, à l'époque, tu avais Christophe Labédan à la tête du site. Je sais pas si tu l'as connu, qui était... un grand gamin dans sa tête et on s'est bien fendu la gueule parce que il était toujours prêt à mettre une voiture en travers dans un virage et tout, donc il y avait un bon esprit, tu vois. Donc, et ensuite c'était quand même assez formateur et puis ça permet de rencontrer des gens sur les essais, tu vois, de se faire un réseau. Et quand j'étais diplômé ensuite de l'ESTACA, c'était pile en 2009 où il n'y a absolument aucun constructeur qui recrutait en interne. Oui, c'est pas la bonne période pour être au chômage. Ouais. Pas vraiment, ouais. Et du coup, en fait, c'était ça, où rentrer dans les boîtes de presta, où c'est un peu la chair à canon au niveau des boîtes d'ingénieurs, où c'est une sorte d'intérim plus, t'es ingénieur, mais du jour au lendemain, on peut te changer de mission en disant tu vas à l'autre bout de la France, ou lundi, t'arrêtes, quoi. Et ça me tentait pas vraiment. Donc j'ai voulu trouver quand même un vrai métier. Et donc, du coup, j'ai pris du temps, puis un jour, il y avait... une place qui se libérait, donc ce qui s'appelait à l'époque le quotidien auto, que tu connais forcément très bien. Oui, je connais très bien, effectivement. Ouais. Et qui donc était absorbé par le groupe Nouvel Obs, qui avait aussi Challenge. Et de fil en aiguille, Nouvel Obs a décidé d'arrêter les pages auto, donc on est devenu Challenge. Et quand les deux se sont séparés, on était vraiment intégrés à Challenge, quoi.
D'accord, mais alors je sais aussi que tu es rédacteur en chef d'un autre titre, qui est pas du tout dans le même genre, qui s'appelle Génération sans permis. Comment ça fonctionne? Explique-moi un peu. En effet, ça fonctionne, ça fonctionne que je suis chef de moi-même, parce que forcément, pour pondre un magazine tous les 3 mois, ça suffit d'être tout seul. Donc il s'est trouvé que quand j'avais mon blog de design, j'ai commencé au Mondial 2006 à faire ce truc-là par les nouveautés, les trucs qui me semblaient un peu originaux, quoi. Et dans le lot, t'avais Châtenay à l'époque qui présentait. Alors c'était pas vraiment une voiture, c'était pas vraiment un concept car, c'était un peu une maquette pleine qu'ils avaient appelé l'Abricot, et c'était le prototype de la CH26. Donc je sais pas si tu vois cette petite voiture sans permis qui ressemble un peu à une Mini Cooper. Ouais, là, avec des chromes un peu, ouais. Ouais, qu'on voit souvent en rouge avec un toit blanc. Donc ça annonçait ça. Et je trouvais que ça avait une sacrée gueule quand même. Et comme j'étais le seul pervers à en avoir parlé sur le net, ouais. Et ben du coup, mine de rien, ça a apporté la moitié de mon trafic sur le blog. Ah ouais. Ouais. Donc je me suis dit, là, il y a peut-être un truc. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Donc en plus, je me suis toujours intéressé à tout ce qui roule. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et donc en arrivant chez Challenge, j'ai commencé aussi à faire des essais de voitures sans permis, au blog auto aussi. Des essais, des comparatifs et tout, et commencer à développer une expertise là-dedans, et puis ça va assez vite, comme forcément il y a peu de journalistes, ça se compte sur les doigts d'une main, les journalistes qui s'intéressent à ça. Le jour où ça a plus commencé à aller entre l'éditeur et le rédac-chef de Génération sans permis, il y a un moment, force de tourner autour, ils ont fini par tomber sur moi, quoi. Et donc c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. Et donc le jour, tu travailles sur Challenge, et la nuit, tu travailles sur Génération sans permis. Comment tu fais? On peut dire ça comme ça, ouais. Mais c'est assez rapide à faire, Génération sans permis, donc c'est des essais où tu es obligé de mettre beaucoup de photos. Il n'y a pas non plus tant de nouveautés que ça. Oui. En ce moment, c'est même difficile de remplir le magazine parce que tu as assez peu d'actu. Donc en fait, le marché, il est concentré sur 5 constructeurs, on va dire, dont 2 gros qui sont Exam et Ligier Microcar. Et en fait, c'est une guerre des réseaux, parce que aujourd'hui, la clientèle des voitures sans permis, je dirais pas que tu peux leur vendre n'importe quoi, mais ça marche à l'affect, ça marche aux distributeurs. Donc les clients ont une fidélité à leur distributeur, à leur concessionnaire, plus qu'à une marque. Donc le concessionnaire qui aujourd'hui est Ligier Microcar, demain il devient Exam, il va vendre des voitures différentes, mais au même client. Donc le but, c'est de tirer à eux les bons distributeurs pour les constructeurs. Donc tu commences à avoir un marché bipolaire où tu as Exam qui a son gros réseau, Ligier Microcar de l'autre côté, qui a son propre réseau. Ils demandent des exclusivités à leurs distributeurs. Et ensuite, il reste quelques autres distributeurs qui font les 3 autres marques, qui sont Châtenay, Casalini et Bélier. Et donc, le but du jeu, c'est une fois qu'ils ont verrouillé leur réseau avec tous les bons distributeurs, je dirais pas qu'ils peuvent se reposer sur leur laurier, mais pas loin. Donc du coup, ils peuvent largement allonger la durée de vie de leur voiture, il n'y a pas de problème, et c'est pas ça qui leur empêchera d'en vendre à partir du moment où ils ont un réseau qui tient la route. Ils ont presque une clientèle captive, quoi. Ouais, quasiment, ouais. D'accord. J'ai cru comprendre aussi que tu avais un moment tenu un blog culture et lifestyle. Tu ne t'intéresses donc pas qu'à la voiture? Je m'intéresse pas qu'à la voiture, c'est même presque une soupape de sécurité finalement, tu vois, à un moment de parler d'autre chose. Alors en fait, ça c'est une pote de lycée qui avait lancé un blog féminin, et donc j'ai commencé à faire plein d'articles, principalement musique, pour elle, où j'ai fait des interviews de pas mal de monde. Donc notamment, parmi les plus célèbres, on va dire, j'ai interviewé par exemple les Bébés Brunes, et Arnaud aussi, que ça c'était un rêve de gosse d'interviewer Arnaud, que j'ai toujours adoré, tu vois. Je saurais pas te dire exactement combien j'ai fait d'interviews, mais j'en ai fait un paquet. J'ai fait des articles, alors plus surprenants peut-être, des articles sur l'histoire de la mode aussi. Pas mal sur les expos d'art contemporain et tout, et ça, ouais, c'est un truc qui me botte bien, ça. C'était ta respiration entre deux papiers bagnoles. Exactement, ouais. Et t'as fait ça jusqu'à quand, en fait? Bah écoute, ça vraiment activement jusqu'à, on va dire, il y a 5-6 ans. Et aujourd'hui, si j'ai un truc que j'ai envie de faire, le site est un peu en sommeil. Mais s'il y a un truc qui m'inspire, j'appuie sur le bouton publier et c'est bon, quoi. Super. Moi, je mettrai le lien dans la description du podcast pour ce blog. Tu évidemment, en tant que journaliste à Challenge, tu as forcément essayé pas mal de bagnoles. Est-ce qu'il y en a qui t'ont un peu plus marqué que d'autres? Est-ce que tu as des souvenirs d'essais qui sont particulièrement mémorables? Alors, souvenirs d'essais, ça serait à chaque fois principalement les essais Land Rover où tu pars
Tu pars, tu sais pas ce qui t'attend déjà. Mais quand même, une fois où on a fait du 4x4 dans un Boeing. Ouais, je me souviens. Ouais, t'étais là aussi, Range Rover Sport c'était très très chouette. C'était quoi, en Écosse ou... Non, Pays de Galles. Ouais. Donc ça, c'est ce genre de truc. En plus, il y a plus désagréable que les Land Rover à conduire. Ouais, Je me rappelle aussi une fois un truc en Écosse, on s'était retrouvé dans un manoir, t'aurais cru un manoir hanté, et ensuite ils nous avaient emmenés dans le parc du manoir pour une séance de tout-terrain avec les Defender qui passaient, alors ça doit être en 2013 je pense. Ouais. T'avais sans doute les dernières évolutions du moteur qui étaient repris du Transit, et ensuite on roulait dans le parc de nuit. Donc, et dans une forêt, quoi. Donc, tu voyais juste les arbres et tu voyais à peine le chemin, tu voyais juste les arbres dans le faisceau des phares. Donc, tu avais un peu l'impression d'être dans Alice au Pays des Merveilles ou Harry Potter, tu vois. Ou dans le projet Blair Witch. Aussi, ouais. Et à un moment, donc, tu as le passage à gué de nuit, qui est un truc que t'imagines pas trop, quoi. Ouais. Donc, au départ, tu vois, la rivière, tu vois un truc noir. Et ensuite, quand tes phares passent sous le niveau de la flotte, tu vois plus rien. C'est l'inverse. En fait, tu vois le fond de la rivière, ouais, et tu vois plus ce qu'il y a autour. Donc ça, c'est un truc que tu peux pas imaginer tant que tu l'as pas fait, tu vois. Ouais. Génial. Donc ça, c'est assez dingue. Donc et puis ensuite, le soir, on s'est retrouvé dans un autre manoir qui avait l'air tout aussi hanté que le premier, où tu avais un mmec qui nous a distribué de la panse de brebis farcie en jouant de la cornemuse avec un kit. Ouais, de haggis, ouais. Voilà. Effectivement. Ouais, ça c'est spécial par contre. Hein. Ah, moi j'ai adoré, mais bon, je mange à peu près de tout et des fois ça pourrait me jouer des tours même. Ouais, moi j'ai souvenir d'une présentation Land Rover en Islande, je suis sûr que c'était au mois de décembre ou janvier, enfin en plein hiver, ouais. où on a atterri en plein blizzard, on voyait dans le faisceau des phares la neige qui tombait à l'horizontale. Ah, carrément, c'était assez génial. Bon, par contre, quand on devait faire des photos, c'était un peu compliqué vu qu'on avait à peu près 2 heures de lumière par jour, quand il y avait de la lumière. Donc voilà. Alors ces derniers temps, par contre, tu t'es un peu moins spécialisé dans les Defender à moteur de transit et un peu plus dans les voitures électriques. Ouais. T'as fait pas mal de... Alors, tu vois, on arrive progressivement vers le sujet qui nous intéresse. T'as fait notamment t'as tenté des road trips en voiture électrique et t'as même été un des premiers dans notre humble profession à tenter ce genre d'aventure. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Ah bah complètement, ouais. Alors, bon, les road trips, quand on voit le titre de mon bouquin, on imagine que ça a pu mal se passer, mais il y en a quand même une majorité qui se sont très bien passées, et même dès les premiers, d'ailleurs, heureusement, parce qu'avec le recul, quand je repense à ce que j'ai fait il y a 5-6 ans, je me dis que j'étais inconscient à l'époque, parce que j'avais jamais rencontré les problèmes que j'ai rencontrés aujourd'hui, tu vois. Et donc, évidemment, les premiers road trips qui étaient faisables en voiture électrique, c'était avec des Tesla. Parce que c'était les premiers à avoir les superchargeurs, les réseaux qui maillaient. Donc, ils avaient commencé, eux, par l'est de la France. Et donc, c'était à l'époque, ça doit remonter à 2015, à peu près, où tu commençais à avoir un petit peu un réseau de superchargeurs qui était d'une densité raisonnable. Et donc, j'étais parti en week-end à Strasbourg avec une Model S. Alors, c'était une version performance. Je me rappelle plus si c'était la 85 ou la 90. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'avais senti qu'il y avait un coup foireux sur cette voiture, et j'ai voulu rouler à fond avec. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit Strasbourg derrière, tiens, on va aller sur l'autobahn et on va regarder ce qui se passe. Ouais. Et donc, le trajet s'est déroulé sans encombre. T'avais 2 superchargeurs, je crois que j'avais fait un arrêt à Reims et puis un autre, je sais plus si c'était Metz ou Nancy. Et donc c'était inédit à l'époque de faire 500 bornes dans la journée en voiture électrique. Personne n'aurait parié un centime là-dessus, quoi. Il faut rappeler qu'à l'époque, une Zoé faisait 100 km d'autonomie, 120 grand maximum, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc sur autoroute, c'était roulant vraiment à 130, quoi, avec la clim et tout ça. Et donc le lendemain... sur l'autobahn, là, j'avais fait une nouvelle charge et je me suis dit, tiens, il t'annonce 700 chevaux, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui me semblait bizarre là-dedans quand même. Il annonçait 700 chevaux et vitesse de pointe, je sais plus, je crois que c'était 250. Et donc je sors de la station de charge et là, tu avais une portion illimitée d'autobahn qui devait faire, je sais pas, 50 km de long et je mets le pied dedans. Donc déjà les 250, j'ai jamais réussi à les atteindre. Ah. Ouais, j'ai plafonné à 240, ce qui est pas si mal, mais en fait, je voyais, t'as un compteur de puissance, et bizarrement, je pense que c'est un truc qui saute peut-être pas aux yeux, et je voyais qu'à fond, en fait, les 700 chevaux annoncés, ça plafonnait en fait à 500, 550. Parce que
Tesla avait annoncé la puissance de ses moteurs en oubliant soigneusement de dire que la batterie pouvait pas développer toute cette puissance. Et donc le fusible, enfin le maillon faible, on va dire, c'était la batterie qui plafonnait la puissance à 50 chevaux. Donc ça, c'était le premier truc à écrire. Donc bizarrement, je me suis pas fait taper dessus par Tesla après. Mais par contre, 6 mois après, il y a eu une class action en Amérique, enfin des propriétaires qui avaient passé les bagnoles au banc de puissance, et bizarrement, ils retrouvaient exactement les mêmes chiffres que moi. Et du coup, là, j'ai eu le droit à un coup de fil de la marque qui dit « Putain, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe ? Parce que les Américains, ils retrouvent les mêmes chiffres que toi, on sait pas pourquoi. Est-ce que tu peux nous expliquer techniquement comment ça se passe ?» Ils n'avaient pas compris. Ouais, non, ils avaient pas pigé, en fait. Ah ouais. Et donc ça, c'était le premier constat. Et ensuite, je roule. Donc les 240, je les ai vraiment pas tenus longtemps, parce qu'au bout d'un moment, t'as la batterie qui se mettait en sécurité, en surchauffe. Ouais. Et là, je tombais à 160 chevaux. Ah oui, ça fait pas beaucoup. Donc là, ça fait nettement moins. Surtout quand il y a 2 tonnes à tirer. Ouais, voire 2 tonnes 4 même, ouais. Alors ensuite, bon, c'est pas fait pour enquiller à fond, mais tu te dis, ouais, par rapport à la promesse de voiture ultra performante en toutes circonstances, que tu te dis, il y a quand même un décalage, et tu voyais qu'il y avait encore une marge de progression. Mais cela dit, c'était... pour moi, la Model S, c'était une voiture géniale, quoi. Et c'est vraiment ça qui a permis de développer l'électrique, et qui a... Au départ, on se disait, mettre une grosse batterie dans une grosse voiture, c'est pas un exploit. Et ensuite, quand on a vu d'abord Jaguar, puis Audi, puis qui sont arrivés derrière, 5 ans après, et qui ont mis des voitures qui consommaient énormément plus que les Model S, tu te dis, ah ouais, en fait, ils ont une sacrée expertise en matière de gestion de l'énergie, et en fait, c'est pas juste une philosophie américaine ou de nos limites, quoi. Non, oui, c'est pas juste le big block dans une bagnole, quoi. C'est ça. Et ensuite, j'ai commencé aussi on a commencé à pouvoir faire des road trips comme ça avec d'autres voitures. Et là, c'était un des premiers trucs que j'ai fait, c'était avec le Kia Niro, où la présentation officielle était à Cannes. Et du coup, je sais pas, 3 semaines avant, j'appelle l'attaché de presse en lui disant « Tiens, est-ce que c'est à Cannes ?» Je lui dis « Je ferais bien Cannes-Paris dans la journée avec ta voiture électrique. » Donc là, j'ai senti un léger moment de flottement à l'autre bout du fil. Puis finalement, ils y sont allés, écoute, et ils m'ont filé la bagnole. Je suis parti à 8h30 de Cannes, et je suis arrivé ici, il devait être, je sais pas, à 9h du soir à peu près. Ce qui est pas du tout déconnant. Une bonne moyenne avec une voiture électrique, ouais. Ouais, voilà, si tu fais ça, que tu t'arrêtes de bouffer avec une voiture standard, c'est pareil. Enfin, allez, j'ai mis 2 heures de plus peut-être, mais sachant que la dernière charge, en fait, j'ai rechargé la voiture sur l'A6 au retour pour pouvoir continuer à rouler avec le week-end parce que j'avais pas de quoi charger chez moi, donc c'est pareil, il y avait 1 heure à enlever là-dedans quand même. Donc c'était plus qu'honorable, et là, t'avais une voiture à 40 000 € où tu peux commencer à te dire, ouais, si je pars en vacances... ou en week-end une fois tous les 2 mois, c'est largement gérable, et enfin on a un truc qui est potable. Et du coup, l'attaché de presse que je chantais fébrile à mon départ le matin à 8h30, quand j'ai publié l'article, ils étaient super contents, quoi. Bon, alors du coup, on va maintenant parler de ton livre. Il est sorti le 3 juin et son titre se veut provocateur, l'arnaque de la voiture propre. Alors la voiture propre, on nous en parle du matin au soir. Elle est où l'arnaque ? Bah, c'est que la voiture propre n'existe pas. Alors ça, oh là là, mon Dieu. Voilà, on va. J'adore quand il y a une punchline qui sort comme ça, c'est bien. Bon, alors on va décortiquer tout ça. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que dès le premier chapitre, tu soulèves les limites du système d'homologation des émissions, et notamment le fait qu'il ne s'intéresse qu'à une partie de la pollution, en négligeant l'ensemble du cycle énergétique. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Ce qui guide les ventes et donc les achats de voitures aujourd'hui, c'est la réglementation, parce que c'est sur ces réglementations, ces cycles de mesure, que sont directement indexées les fiscalités. Donc aujourd'hui, si tu es chef de PME, que tu veux te faire plaisir avec un SUV un peu puissant, tu prends une version hybride rechargeable, tu vas payer 0 malus, avec un peu de chance 0 TVS. Alors que si tu prends le même en moteur essence avec un 6 cylindres essence, là tu te fais matraquer avec sans doute 30 000 € de malus pour un SUV taille X3 en 6 cylindres, et une TVS qui va te coûter je sais pas combien de milliers d'euros par an. Donc ça veut dire que la réglementation ne te laisse plus le choix de la motorisation qui te convient, même si elle ne correspond pas à tes besoins. Donc ça oriente fondamentalement déjà l'achat des voitures sur le critère de grammage de CO2. Et ensuite, ce grammage de CO2, donc, c'est un rejet à l'échappement,
qui comprend que la transformation d'énergie qui est faite à l'intérieur de la voiture, c'est-à-dire ce qu'émet le moteur thermique. Donc, sachant que le problème, c'est qu'une voiture électrique, quand l'électricité arrive dans sa batterie, la pollution est déjà derrière elle, parce que c'est dans la centrale que ça se passe. Si on résume, on pourrait dire que la voiture thermique, elle embarque sa centrale à l'intérieur de son moteur. C'est ça qui fait la transformation de l'énergie, alors que si tu prends une centrale thermique, tu as à peu près, grosso modo, la même réaction chimique qui se passe dans un moteur, sauf qu'elle arrive, elle arrive dans la voiture, c'est déjà tout propre, quoi. Et tu disais, j'ai lu dans ton livre, un rendement d'une centrale électrique, c'est 30 à 40%, quel que soit le type de centrale d'ailleurs. C'est ça, qui est à peu près le rendement d'un moteur thermique. Ouais, c'est ça. Alors si on raisonne en termes d'énergie, c'est le rendement d'un bout à l'autre de la chaîne énergétique est à peu près le même entre une électrique et une thermique. Ensuite, il y a des manières plus propres que d'autres de produire de l'électricité. Et le problème, c'est que ta voiture électrique, elle a une empreinte CO2 à la fabrication qui est plus élevée que celle d'une voiture thermique. C'est ça, faut produire les batteries. Ensuite, c'est les modèles qui sont plus lourds, notamment à cause de leurs batteries. Il y a de l'extraction de métaux particuliers. Enfin, il y a tout un tas de procédés de fabrication. En plus, la plupart des cellules de batterie sont fabriquées en Chine, où les usines fonctionnent à l'électricité qui est fabriquée au charbon. Donc, en effet, c'est en moyenne, il faut rouler entre 40 et 50 000 km en voiture électrique pour compenser le surplus de CO2 émis lors de la fabrication. Et là, on parle que du CO2, parce qu'ensuite, comparer les pollutions, c'est extrêmement difficile. Ouais, ça, on y reviendra, je pense, encore. Mais dans ton livre, tu es aussi très critique vis-à-vis des hybrides rechargeables. Alors, c'est gênant parce qu'aujourd'hui, les hybrides rechargeables, les constructeurs poussent à fond là-dessus. Alors, explique-moi, quel est le problème avec les hybrides rechargeables ? Le problème des hybrides rechargeables, c'est pas l'hybride rechargeable en elle-même, c'est que la réglementation t'oblige à acheter un hybride rechargeable. Aujourd'hui, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, si tu veux un X3 diesel, par exemple, chez BM, tu vas te faire flinguer par la fiscalité, même si c'est ça qui correspond le mieux à tes besoins. Et aujourd'hui, pour rouler sur autoroute, si tu prends un VRP ou quelqu'un qui fait, 40 000 bornes par an, il va jamais... quand tu fais 500 bornes par jour, ta partie de roulage en électrique est très faible parce que tu peux faire en général l'autonomie entre 30 et 70 km selon les modèles. Donc ça veut dire que sur tes 500-600 bornes que tu vas faire dans la journée, c'est pas grand-chose. Donc du coup, tu vas rouler sur le moteur thermique, et comme tu as plus lourd à trimballer parce que tu as une batterie, un deuxième moteur électrique, etc., tu vas surconsommer. Surtout que la plupart des hybrides rechargeables aujourd'hui sont en essence. Donc tu consommes en général, c'est variable selon les modèles, mais entre 10 et 30% de plus qu'est le modèle diesel équivalent. Donc le problème, c'est pas l'hybride rechargeable, c'est le fait qu'on t'oblige, on t'oriente vers une sorte d'un système de pensée unique qui fait que tout le monde doit aller vers la même solution, même si ça répond pas à tes besoins. Sans parler du fait que tout le monde ne peut pas forcément recharger à domicile son hybride rechargeable. Mais c'est ça, et du coup, il y a... Alors la statistique, il n'y a pas de statistique officielle, mais on estime que c'est à peu près un tiers des propriétaires d'hybrides rechargeables qui ne rechargent absolument jamais leur voiture hybride rechargeable. Donc, c'est-à-dire que quand les voitures reviennent de leasing, le câble n'a jamais été déballé. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a plus de neutralité technologique. La fiscalité, la réglementation incitent tout le monde à passer vers l'électrification. Et d'ailleurs, tu cites dans ton livre la déclaration de Carlos Tavares, le DG de Stellantis, qui dit, le diesel a gagné la bataille technologique, mais perdu la bataille politique. Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, le diesel, c'est une solution qui correspond... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 10 ans, je me battais contre le diesel parce que on en achetait... C'était 70% des ventes et c'était complètement ridicule. Et aujourd'hui, il a atteint à peu près sa part... je me retrouve à le défendre parce qu'il a atteint à peu près sa part naturelle, on va dire, de réponse à un besoin qui est aux alentours de 20-25%. Et on veut le faire disparaître. Sauf que si on le fait disparaître, ça veut dire qu'on va le remplacer par une solution qui est moins avantageuse pour les clients qui ont vraiment besoin d'un diesel. Parce que quand tu roules beaucoup, aujourd'hui, si tu fais de l'autoroute à longueur d'année, il y a rien qui consomme, qui consomme moins qu'un diesel, c'est mathématique et c'est physique. Alors du coup, comme les constructeurs, on leur dit qu'il faut faire des voitures électriques, ils se précipitent pour mettre des modèles électriques sur le marché, quitte à les bâcler. Je crois qu'il y a eu pas mal de bugs logiciels sur la Volkswagen ID3 ou des problèmes de recharge rapide sur la Fiat 500e. Il me semble que tu as écrit dessus. Ouais, alors la Volkswagen ID3, c'est même pas un bug, c'est en fait, ils ont
carrément assumé de lancer la voiture alors avec un logiciel pas terminé. Ils ont prévenu les clients, est-ce que vous acceptez? Tu disais oui ou non, et 6 mois après, enfin je sais plus si c'était 4 ou 6 mois après, ils ont fait une mise à jour de toutes les voitures en circulation avec la fin du logiciel. Et en effet, les premiers modèles qu'on avait, on sentait qu'au niveau infodivertissement, c'était pas fini. Il y avait un truc qui me semblait par exemple inexplicable, t'avais pas de connexion Android Auto, Apple CarPlay, alors que c'était dans la Golf qui est la voiture de la même famille, quoi. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et la Fiat 500e, alors en fait, j'ai toujours pas la réponse de ce qui s'est vraiment passé. Je l'ai prise en essai, donc j'ai fait une charge rapide et elle devait prendre 90 kW, donc ça veut dire que tu fais ton plein à 80% en une demi-heure, 40 minutes, et un plein complet en 1 heure, 1h20, je crois. Et sauf que moi, ça a plafonné à 15 kW, donc ça veut dire qu'il fallait 3 heures pour faire le plein. C'est long. C'est long, c'est très long, ouais. Et donc là, du coup, j'ai appelé chez Fiat quand j'avais la voiture sur place, quand j'étais au cul de la borne, on va dire, et ils m'ont dit, on comprend pas, ça devrait marcher. Donc j'ai dit, filez-moi une autre et je réessaye lundi, quoi. Donc le lundi, j'y retourne, et pareil, un autre exemplaire, une autre borne, et pareil, ça plafonne exactement à 15 kW encore, donc le même problème. Donc là, tu peux plus te dire que c'est un exemplaire isolé et que c'est une borne qui fonctionne pas, parce que c'était pas la même bagnole et pas la même borne. Voilà, il y a un loup, là. Il y a un loup, ouais. Donc, du coup, je rappelle chez Fiat, et ils me disent, monsieur, vous êtes le premier à tester, parce que, en fait, dans la présentation presse, ils avaient fait un roadbook où tu n'avais pas de charge, en fait. Tu pouvais faire toute la boucle avec l'autonomie de la voiture. Et il dit, en fait, et nous, chez Fiat France, on n'a pas de borne de charge rapide, donc du coup, vous êtes le premier à tester la charge rapide en France, quoi. Donc... Et dans ton livre, tu dis que tu as appris que à Balocco, qui est le centre d'études de Fiat en Italie, donc c'est vraiment leur base arrière, ouais. Ils n'ont pas de borne qui délivre plus de 50 kW. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, du coup, ils sont allés se renseigner en Italie, et c'est la réponse que j'ai eue. Donc ça veut dire c'est hallucinant. Donc je pense qu'ils ont espéré que ça marche en lançant la voiture, quoi. Apparemment, bizarrement, il y a des Allemands qui ont eu plus de bol que moi, parce que ils ont eu des bornes Unity sur lesquelles ça marchait. Moi, c'était une borne totale, mais normalement, une bagnole doit marcher avec tous les opérateurs. Il n'y a pas de mystère. C'est mieux. Et du coup, voilà, tu te retrouves avec des choses comme ça, et où on n'a toujours pas de réponse à l'heure où on enregistre, là. Bon, Fiat écoute sûrement ce podcast, donc je pense qu'ils vont te recontacter très vite et on va trouver des solutions. Si par contre, du coup, ensuite ils ont envoyé les ingénieurs, ils sont aperçus que sur les bornes, donc tu as des bornes de 2 puissances sur cette station totale, sur les bornes à 175 kW ça marche pas, mais par contre sur les bornes à 50 kW, elles prenaient bien le maximum de puissance. Oui, d'accord. Ce qui confirme l'hypothèse qu'à Balocco, ils n'ont pas plus de 50 kW comme... Mais du coup, tu comprends pas pourquoi tu peux pas quand même tirer au moins 50 kW sur les bornes de forte puissance, quoi. Là, c'est un mystère absolu. Bon, il y a un autre sujet qui est assez chaud, enfin, qui est pas encore assez chaud, mais qui va bientôt le devenir, je pense, c'est le sujet des ZFE, les zones de faible émission. Ah oui. Donc c'est en gros, voilà, dans les grandes agglomérations françaises, il y aura très bientôt, des zones où les véhicules les plus anciens ne seront pas autorisés à circuler. Est-ce qu'on n'est pas en train d'institutionnaliser l'obsolescence programmée ? Si, d'ailleurs, il y en a déjà qui appellent les ZFE des zones à forte exclusion. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et en fait, donc, ça veut dire que du jour au lendemain, tu ne pourras plus utiliser ta voiture, même si elle marche encore. Alors pour moi, ça me semble complètement délirant, parce que justement, tu as dans la loi un principe d'obsolescence programmée qui dit que c'est interdit, quoi, que c'est même un délit. Qui a été voté récemment, d'ailleurs. Ouais. Tu vas avoir pour tous les réfrigérateurs un indice de réparabilité, pour réfrigérateurs, tous les électroménagers en général. Et au contraire, pour l'automobile, c'est le seul produit qui non seulement échappe à ça, et où le gouvernement, par une loi, par un biais comme ça, est en train de créer une sorte d'obsolescence programmée. Et donc, c'est un problème écologique, parce que quand même, dans l'expression développement durable, tu as le mot durable. Donc, le meilleur moyen de faire de l'écologie, c'est quand même de faire durer ses produits, d'en prendre soin. Et quand on connaît l'impact de la pollution lors de la fabrication d'une voiture, c'est quasiment la moitié, voire plus, sur la durée de vie totale de la voiture. Donc, avant de lancer sur le marché, de demander aux gens d'acheter des nouvelles voitures qui polluent un tout petit peu moins à l'usage, vaut mieux leur demander de conserver le plus longtemps possible et de prendre soin et de l'entretenir régulièrement, la voiture qu'ils ont déjà et qui fonctionne.
Et alors, j'ai trouvé dans ton livre des chiffres qui sont assez impressionnants, notamment le fait que pour effacer les émissions liées à la fabrication d'une voiture neuve qui remplacerait une autre voiture en rajoutant 20 grammes de CO2 en moins par kilomètre, il faudrait parcourir 250 000 km pour amortir les 20 grammes de CO2 gagnés. C'est ça, et t'en connais beaucoup des voitures qui arrivent à 250 000 km. Bah... Voilà. Le pire, c'est que je pense qu'elles peuvent le faire, mais Ouais, sauf qu'aujourd'hui, c'est ça. on change de voiture comme de chemise, donc... C'est ça, et les leasing n'arrangent pas l'affaire. Alors, il y a un truc qui est frappant, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que toutes les voitures électriques sont estampillées 0 g de CO2. J'ai l'impression que t'aimes pas trop ça. Non, parce que, on parle de zéro émission locale. Je me rappelle, il y avait quand même une pub pendant un moment. Je me rappelle, c'était en intro de je sais plus quelle émission. Tu sais, les trucs que t'as entre le JT et le film, là, à l'époque où t'avais la pub encore sur France 2, et t'avais la Zoé qui venait juste de sortir. Je me rappelle, t'avais un truc avec Hélène MacArthur qui présentait la Zoé. Oui. Tu voyais la Zoé qui roulait sur une route et t'avais l'herbe qui repoussait derrière. Donc là, je trouve que c'est un peu légèrement exagéré. Et justement, tout ça concourt à faire passer la voiture électrique pour une voiture propre, alors que une voiture propre n'existe pas. Tout objet a un impact sur l'environnement. On a parlé tout à l'heure de la fabrication. C'est le poste le plus important sur une voiture électrique. Mais l'électricité, il faut bien la fabriquer aussi pour alimenter ces voitures électriques. Et donc, ça aussi, ça a un impact. Plus l'installation des bornes, de recharge, etc. Exactement, ouais. Et donc, c'est pour ça que le zéro émission on parle déjà de zéro émission de CO2, ça m'énerve. Faut parler de zéro émission locale. Et surtout, il n'y a pas que le CO2. On se focalise aujourd'hui dans les réglementations et dans le discours politique sur le CO2, mais il y a tout un tas de polluants qui sont générés par les voitures. Et en fait, il ne faut pas comparer les choux et les carottes, quoi. Faut vraiment regarder les postes un par un. Et on peut pas exactement comparer la pollution d'une voiture thermique, d'une voiture diesel, d'une voiture essence, c'est déjà différent. Alors d'une voiture électrique et d'une voiture essence, encore plus. Alors, encore un chiffre. Alors, je veux pas harceler nos auditeurs de chiffres, mais il y en a quelques-uns qui font mal. Tu cites une analyse de cycle de vie qu'a fait Volvo sur la Polestar 2, qui est donc leur berline électrique, et comparé à un XC40 thermique. La fabrication d'une Polestar 2, c'est 26 tonnes de CO2. Celle d'un XC40, c'est 17 tonnes. Voilà, tout est dit, ouais. On voit la différence. 77 000 km pour amortir le surplus avec le mix électrique européen. Ça sera un peu moins en France parce qu'on a des électricités moins carbonées grâce au nucléaire, mais... Donc oui, effectivement. Et on parle même pas de la Chine où là, c'est pas rentable du tout parce que l'électricité fabriquée au charbon vaut mieux rouler en Volvo XC40 électrique qu'en Polestar 2. On voit que Volvo XC40 turbo essence, tu peux même dire, parce que là tu peux prendre la version la plus polluante si tu veux, ça sera toujours mieux que... C'est ça. Alors justement, la Chine, pour elle, c'est un peu une aubaine, cette vogue de la voiture électrique. Complètement, d'un point de vue industriel. Alors, c'est une aubaine pour deux raisons, déjà, parce que ça leur permet, alors même si au global le bilan est mauvais, parce que c'est de l'électricité produite au charbon, donc le bilan global sur le cycle de vie d'une voiture électrique en Chine, je pense que c'est moins bon qu'une voiture essence. Sauf qu'ils ont des centres-villes tellement monumentaux et tellement pollués qu'au moins ça permet de résoudre un problème de santé publique et de réduire les émissions néfastes dans les centres-villes, et ça peut peut-être leur permettre de respirer un peu mieux. Et ensuite, c'est surtout une aubaine au niveau industriel parce que c'est encore relativement naissant, l'industrie automobile en Chine. Donc, ils n'ont pas cette expertise, cette expérience qu'ont les constructeurs traditionnels, que ce soit occidentaux, japonais, dans la fabrication de moteurs essence. Et du coup, la plupart de ils sont à la ramasse au niveau de la fabrication des moteurs essence. Ils ont des trucs qui sont moins performants, qui consomment plus. Et souvent, d'ailleurs, c'est même des évolutions de moteurs qui sont nés dans les années 80 ou 90 et qui sont fabriqués sous licence Mitsubishi ou Ford ou autres. Et la Chine, c'est 80% de la production de cellules de batterie au lithium. C'est ça, donc on espère que ça va changer, que ça va se rééquilibrer entre les divers pays du monde. Mais c'est prévu, il y a des gigafactories qui doivent s'ouvrir en Europe, mais ça traîne un petit peu. Justement, l'Europe, parlons-en, les gouvernements commencent à mettre des dates de péremption sur les véhicules thermiques. Alors, par exemple, au Royaume-Uni, dès 2030, ça sera impossible de vendre une voiture thermique neuve. Est-ce que tu penses que ce genre d'échéance, cette espèce de couperet qui doit tomber, est-ce que ça va vraiment arriver ? Je sais pas, parce qu'en fait, c'est des annonces qui sont politiquement très jolies,
Mais c'est aussi très facile de retomber sur ses pattes et de dire ah non, j'ai pas dit ça. Parce qu'on peut considérer qu'un véhicule thermique, c'est un moteur 100% thermique, sans aucune électrification. Et demain, on pourra dire ben non, j'ai pas dit que c'était les véhicules thermiques, j'ai dit que c'était les véhicules. Qu'on autoriserait seulement les véhicules électrifiés. Ça peut aussi comprendre les véhicules à hybridation très légère, 48 volts, où tu as juste un alterno-démarreur renforcé. Et ça, d'ici la fin des années 2020, je pense que ça deviendra la norme, mais vraiment sur tous les modèles. Ouais. Donc ça sera... c'est facile de faire des effets d'annonce sans aucune précision derrière sur quel type de véhicule ou non sera interdit. Oui, en restant volontairement un peu flou. Alors dans ton livre, tu es également assez critique des sportives électriques qui ne tiennent pas vraiment leurs promesses. C'est ça, on parlait tout à l'heure de la Tesla sur l'autobahn. En fait, ça se vérifie un peu avec tous les modèles. On a notre camarade Mathieu Santis de l'Argus qui a roulé en Porsche Taycan sur le Nürburgring. Alors, c'est quelque chose, il a fait un tour et demi avant d'avoir une baisse de puissance liée à la surchauffe des batteries. Ouais. Et aujourd'hui, on sait pas encore faire de voiture une voiture qui fait les 24 heures du Mans électrique, on sait pas faire. Ouais, et puis c'est pas demain la veille. Je sais pas, mais quand on voit que les Grands Prix de Formule E, pour la plupart, ont des circuits beaucoup plus courts que les Formule 1, parce que sinon ça tiendrait pas le coup, je pense qu'on n'y est pas encore, ouais. Et encore, maintenant, ils changent plus de voiture en cours de course. Déjà, c'est déjà un progrès, ouais. Alors qu'au début, ils avaient 2 voitures pour faire une course. On a un autre truc aussi, un autre sujet, c'est les infrastructures de recharge. D'un côté, on a les pouvoirs publics qui poussent les automobilistes vers la voiture électrique, de l'autre, le réseau de bornes de recharge, il ne suit pas. Est-ce qu'on va pas finir par décourager les pionniers de l'électrification, ceux qui se sont dit, allez tiens, j'essaye, je tente, je m'en achète une, et puis qui se retrouvent 1 fois, 2 fois, 3 fois bloqués à des bornes avec une voiture déchargée? Alors c'est possible, et surtout ce qui est extrêmement grave aujourd'hui, c'est qu'on a des retours en arrière. Donc on avait le réseau EasyVia, qui s'appelait Corridor, qui était lancé par EDF, donc une filiale d'EDF qui s'appelait Sodetrel, qui maintenant s'appelle EasyVia, qui était, je crois que ça remonte à 2014, où ils avaient vraiment maillé tout le territoire français. Pour le coup, c'était précurseur, ça. C'était précurseur, t'avais une borne tous les 80 km. D'ailleurs, c'est avec ça que, quand qui a lancé son Iniro, je suis remonté de Cannes à Paris, et ça s'est passé les doigts dans le nez, franchement. Alors ensuite, ça commençait à être de moins en moins bien entretenu, donc on avait souvent des bornes en panne. Et comme tu n'avais qu'une seule borne par aire d'autoroute, t'étais marron si tu n'avais plus d'autonomie pour rejoindre la suivante. Et ensuite, alors je crois que c'est en 2016. Non, c'est un peu plus récent que ça, c'est 2018 peut-être, où ils ont tout coupé parce que il y avait soi-disant le fabricant de bornes il y avait des défaillances au niveau des bornes, et le fabricant de bornes et EasyVia se renvoyaient la balle. Ensuite, on a eu un peu le même genre de choses avec Autolib à Paris, où du jour au lendemain, il y a 5000 bornes qui se sont évanouies dans la nature. Et donc on a des retours en arrière comme ça assez réguliers qui sont inquiétants, en fait, quand on t'a vendu la promesse que tu pourrais voyager avec ta voiture électrique via un réseau qui n'existe plus du jour au lendemain, ou que tu pourrais recharger il y avait sur les arrêts de bus des pubs pour les Renault Twizy en disant vous pouvez vous recharger sur les bornes Autolib, il n'y a aucun problème, même si vous habitez dans Paris, que du jour au lendemain tu te retrouves pendant 6 mois à plus pouvoir charger ta voiture, mais comment tu fais, quoi? Il n'y a toujours pas de modèle économique sur la recharge publique. Sur la recharge publique, il y a des modèles économiques, mais apparemment, il y en a un qui a trouvé un modèle économique, c'est Fastned, qui est un réseau hollandais qui va arriver là à l'automne en France. Eux, ils ont des stations-service, et apparemment, au Benelux, ça marche très bien. Mais par contre, c'est des charges rapides, donc façon plein d'essence que tu fais en une demi-heure, 1 heure. Genre superchargeur Tesla. Genre superchargeur Tesla, mais tu payes ton plein plus cher qu'un plein d'essence. Ça doit rester occasionnel, quoi. Ouais, c'est 50 centimes du kilowattheure. Alors, ça doit rester occasionnel, mais justement, il me disait un truc très intéressant, c'est qu'aux Pays-Bas, ils commencent à avoir une nouvelle utilisation de ces chargeurs. En fait, des gens qui n'ont pas de quoi charger chez eux, qui achètent quand même de la voiture électrique et qui s'arrêtent 10 minutes en revenant du boulot pour prendre 15, 20, 30, 50% de leur batterie en un quart d'heure, et qui font que de la charge rapide avec leur voiture tout au long de leur vie. Là, on est carrément dans le militantisme, là. Dans le militantisme, ensuite, quand tu vois la fiscalité aux Pays-Bas, tu te dis que c'est peut-être pas... peut-être qu'il n'y a pas le choix. Et surtout, ça montre un truc intéressant, c'est que les gens ne veulent pas changer de modèle, ils veulent faire de la charge rapide, ils veulent pas s'emmerder à trouver une borne le soir, à laisser brancher tout au long, quitte à se prendre une prune s'ils dépassent le temps de charge en laissant leur voiture stationnée.
C'est juste qu'ils veulent... Enfin, il y a un modèle aujourd'hui qui marche très bien où tu vas en station, tu fais ton plein en 5 minutes, c'est réglé. Et même les fervents défenseurs de l'électrique veulent finalement rester fidèles à ce modèle, quoi, parce que ça marche bien. Oui. Et puis tu parlais aussi des problèmes du paiement aux bornes publiques. Ouais. Tu racontes l'histoire d'un anecdote d'un conducteur qui, malgré 7 badges de paiement différents, n'a jamais réussi à démarrer sa charge. C'est ça, ouais. Moi, ça m'était arrivé avec le badge Volkswagen, tu sais, sur l'ID3, là, t'as un badge qui est fourni par Volkswagen, qui te font payer quand même ça, je sais plus, 17 balles par mois. J'ai essayé sur 5 bornes différentes, ça n'a pas marché. Alors que c'est censé marcher partout. Ça fait cher, 17 € par mois pour un truc qui marche pas. Ouais, quand même, ouais. Donc c'est c'est pareil, tant que les opérateurs comprendront pas. Et justement, la Fastned, j'ai un espoir pour ce réseau-là qui a l'air bien sous tout rapport. Fastned veut un terminal de carte bancaire au moins sans contact sur chacune de ses bornes. Et pour moi, c'est la seule solution. Bah oui. C'est quand même le seul produit en France, je crois, ou le seul service qu'on peut pas payer en carte bleue. Il y a un problème. Oui, c'est clair. Même un ticket de métro, tu l'achètes en carte bleue. Ouais. Alors, j'ai lu aussi le titre du chapitre 7 qui m'a beaucoup plu. Je cite là encore: acheter une voiture électrique aujourd'hui, c'est comme acheter un magnétoscope juste avant l'arrivée des DVD. T'es en train de dire qu'il est urgent d'attendre ? Exactement. Ouais, complètement. Quand tu vois à quel prix sont vendues les voitures électriques et à quelle vitesse, alors soit les prix dégringolent, soit pour le même prix les performances augmentent, tu te dis que la Citroën C0 qui faisait 80 km d'autonomie, que tu as acheté 35 000 € il y a 6 ou 7 ans, tu vas pas la revendre le prix d'une voiture d'occasion à 35 000 € aujourd'hui. C'est fou. C'est évident. Donc... si tu veux pas laisser la chemise en vendant ta voiture électrique, c'est urgent d'attendre. Il y a un chiffre fascinant dans ton livre, il y en a plein, d'ailleurs j'en ai cité quelques-uns, mais en 1900, 38% des voitures vendues aux États-Unis étaient électriques. En fait, on n'est même pas revenu au point de départ quand on y est... Non, complètement pas, ouais. Ensuite, le marché était moins gros, donc c'était facile d'avoir un peu plus de diversité, mais c'est sûr qu'on en est loin. Alors, chapitre 9, tu parles de développement durable en soulignant l'importance du mot durable, faire durer les objets, c'est le premier geste écologique. Et pourtant, tu dis que la durée de vie des voitures diminue plus qu'elle n'augmente. Oui. C'est lié d'une part à des équipements de plus en plus complexes. Où aujourd'hui, tu as un truc qui pète dans une voiture, ça coûte vite une fortune à réparer. Donc ça excède facilement la valeur résiduelle de ta voiture. C'est pour ça d'ailleurs que les gens se dirigent de plus en plus vers les leasing, parce que ce risque-là n'existe plus. La valeur résiduelle est comprise dans le prix de ton loyer. S'il y a un truc qui pète, c'est le constructeur qui s'en occupe. Ouais. C'est une sorte de garantie. Et à la fin, il reprend la voiture au prix où il a été énoncé. Il n'y a aucun risque. Donc, c'est marrant parce que ça paraît quand même contre-intuitif. Parce que en vrai, nos voitures, elles sont aussi infiniment plus fiables aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans. Alors, elles sont plus fiables mais moins durables, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu vas avoir moins de pannes, mais les pannes ne sont pas réparables. Ouais. Aujourd'hui, en plus, il y a un phénomène aussi, il y a beaucoup de constructeurs qui verrouillent l'accès à leur voiture. Moi, tu vois, je roule en Mini. C'est une Mini qui a 10 ans, avec la prise ODB n'est pas accessible. Ah. Tu peux la brancher que chez BM. Je me suis fait envoyer chier par plein de garages chez qui je voulais l'amener à l'entretien. Et tu peux pas. C'est fou ça. Ouais. Il y en a plein qui n'ont pas la valise. Je suis allé une fois chez un garage Renault, une fois chez un garage Fiat, des gens qui avaient bien bossé sur d'autres voitures que je connaissais, qui n'ont pas voulu de la Mini parce que c'était trop compliqué, trop verrouillé. C'est fou. Et il y avait un boîtier, alors je sais plus comment ça s'appelait, un boîtier qui permettait à distance de voir où t'étais garé, qui fonctionnait je crois en 4G avec ton téléphone, je sais plus quoi. Ouais. Et quand j'avais appelé, ils voulaient m'en prêter un test, fallait justement le brancher sur la prise. Et quand du coup je m'étais renseigné, c'était une installation chez Noroto Midas, je sais plus. Et quand j'ai appelé chez Noroto Midas, ils m'ont dit: ah non, vous, c'est spécial parce que c'est le groupe BM Mini. Donc ça veut dire que c'est pas on branche juste et ça dure un quart d'heure, c'est-à-dire il faut tout démonter la prise, sortir les fils un par un, brancher les fils un par un. Et là je me suis dit, oula, ça pue ce truc-là. Donc j'ai appelé chez BM et j'ai dit: est-ce que ça me fait pas sauter la garantie cette histoire-là? Il m'a dit si. D'accord, ouais, bon. Donc je pense qu'il y a aussi cette volonté des constructeurs de verrouiller l'entretien et qu'on ne peut plus réparer une voiture à peu de frais comme c'était le cas il y a 50 ans. Quid de l'hydrogène?
Alors là, Vaste sujet. il y a du boulot. Ouais. Bah, l'hydrogène, en fait, le problème, c'est que tu as une chaîne énergétique. Enfin, on parle beaucoup de décarboner, mais on s'intéresse seulement à la conséquence. Moi, je trouve qu'il serait quand même intéressant de s'intéresser à la source. Quel est le meilleur moyen de dépenser de moins d'énergie avant d'essayer de faire de l'énergie propre? Enfin, entre guillemets propre, parce qu'on en oublie toujours dans les bilans écologiques. Donc, quand tu regardes une voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique. Ouais. Parce que c'est un moteur électrique qui entraîne les roues. T'as une petite batterie qui fait tampon, parce qu'on sait pas faire bien encore aujourd'hui, pas cher, des piles à combustible suffisamment puissantes. Dans la pile à combustible, t'as une réaction d'oxydoréduction qui se fait, qui en fait transforme l'hydrogène, il l'agglomère avec l'oxygène de l'air. Ça se ressort de la vapeur d'eau d'un côté, de l'électricité de l'autre, qui entraîne tes roues. C'est merveilleux sur le papier. Sur le papier, c'est merveilleux. Et par contre, c'est un rendement, ce truc-là. Donc, ça veut dire qu'il y a seulement, allez, on va dire, à peu près comme un moteur thermique, entre 35 et 40% d'énergie qui est constituée de cette réaction, qui sert vraiment à faire de l'électricité. Le reste, ça part dans la nature. Et surtout, cet hydrogène, il faut le produire. Et là, tu as la réaction d'oxydoréduction inverse qui se produit dans un électrolyseur avec le même rendement. Donc, ça veut dire que tu perds 2 fois. Et, Donc tu te retrouves avec 15% de rendement, quoi. c'est ça. Et encore, ça, c'est si tu as de l'hydrogène, entre guillemets, propre. C'est-à-dire qu'avec un électrolyseur et avec des panneaux solaires. Mais bon, là, on oublie encore l'impact écologique de la fabrication des panneaux solaires et tout. Mais ça veut dire que déjà, la chaîne de production de la source jusqu'à la roue, on n'y est pas encore. Donc, et surtout, ça, donc, on parle de cet hydrogène vert, mais aujourd'hui, c'est encore un peu expérimental. L'immense majorité de l'hydrogène, c'est fait à partir de carburants fossiles. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas plus vite fait de mettre le carburant fossile directement dans la voiture et d'avoir un meilleur rendement, quoi? Oui, effectivement, je pense qu'autant aller directement. Ouais. Est-ce que on voit bien qu'on a deux sujets ici. D'un côté, on a la lutte contre le réchauffement climatique, il faut réduire les émissions de CO2. De l'autre, on a aussi les enjeux de la lutte contre la pollution atmosphérique dans les villes. Et on a l'impression que ces deux objectifs-là, ils sont complètement contradictoires. Il y a de ça complètement. En fait, et le problème, c'est que, comme c'est une problématique qui est complexe, c'est que les messages de communication n'aiment pas la complexité, les politiques veulent simplifier. Et du coup, c'est ça qui te mène à dire que la voiture électrique est une voiture propre, alors que c'est évidemment pas vrai. Et il y a un type que j'ai cité dans le livre qui s'appelle Lucien Villemain, qui a écrit un livre qui s'appelle En voiture Simone il y a quelques années, qui parle justement de soigner ces objets, de les faire durer. Il dit on vit tous sur la même planète, c'est-à-dire que si vous polluez moins ici, vous polluez peut-être ailleurs. Et du coup, faire fabriquer de nouvelles voitures électriques qui n'émettent pas d'émulsion pollution locale pour mieux respirer en ville, ça veut dire fabriquer plus de voitures ailleurs et que vous polluez plus ailleurs. Donc il faut faire durer ces objets. Il dit, on vit tous sur la même planète. Et ça, c'est une phrase qui est fondamentale pour moi dans ce bouquin. Et d'ailleurs, j'encourage les auditeurs à écouter les conférences que fait ce Lucien Villemain, qui sont d'une limpidité incroyable, et on se dit mais pourquoi on n'a pas tant d'évidence dans les discours politiques? Eh ben, tu me donneras des liens vers ces conférences et je les mettrai dans la description du podcast pour que nos auditeurs puissent les écouter. Bon, écoute, alors la voiture propre et son arnaque, on pourra en parler pendant des jours. On va revenir aux fondamentaux de ce podcast. On va reparler de toi. On va attaquer les 4 questions, les fameuses. Alors tu les connais parce que je sais que tu as déjà écouté des épisodes. La première, ta dernière recherche photo sur les sites de petites annonces, c'était quoi? Écoute, je recherche pas souvent, moi, étonnamment. T'es pas un accro. En fait, comme disait Olivier Duhautois, t'as le risque de l'accident bête. Et surtout, en fait, là, je suis en train de déménager de garage. C'est-à-dire que j'ai un garage dans un coin qui est un peu petit parce qu'il est dimensionné pour une vieille Mini. Et, je vais déménager dans un garage plus grand. Du coup, c'est pas forcément le moment d'acheter une voiture. Mais ensuite, j'ai beaucoup cherché des Bentley Turbo Air ces derniers mois. Ouais. Ça, c'est pareil, ça t'a surtout pas envie de faire l'accident bête. Hein. C'est ça. Ouais, en fait, j'étais quasiment décidé à en acheter une. Jusqu'au moment où j'en ai essayé une, je me suis dit, on verra quand j'aurai 70 ans. et en plus de ça, c'est quand même un sacré niais en merde.
Oui, je crois que c'est effectivement une des voitures les moins fiables de l'univers et une de celles qui coûte le plus cher à entretenir. Ouais, bah c'est quand même le pire période de l'industrie automobile britannique et on sait qu'il y en a eu des pas terribles. Hein. Et c'est dommage parce que moi aussi j'adore cette caisse. Alors pour le coup, moi je l'ai pas essayé, mais j'adore cette caisse, j'adore la gueule que ça, j'adore l'intérieur, j'adore le côté, on dirait un buffet Henri IV qui d'un seul coup décide de faire le 0 à 100 en 6 secondes. Je trouve ça génial. Mais effectivement, dès que tu te commences un peu à gratter sur combien ça coûte d'entretenir un truc pareil, tu te dis non mais c'est bon en fait. Ouais, et en fait je m'attendais, tu vois, avec le turbo, à ce qu'il y ait une étincelle d'émotion mécanique un peu plus que dans une Rolls. Et en fait, pas tant que ça. Alors on m'a dit que j'ai pas essayé la bonne année, parce que j'ai essayé une avec encore la boîte à 3 vitesses. Il paraît qu'après 94, c'est beaucoup mieux, donc peut-être que... Mais là, ouais, on risque accident bête, quoi, si j'en aurais essayé une qui est mieux, tu vois. Quel est ton meilleur souvenir de road trip ? Tu vas te foutre de moi. Ouais, je vois de quoi tu vas parler. Un road trip de pervers, vas-y raconte, je pense que tu vas faire halluciner tous nos auditeurs. Donc, c'est avec mon ami Jean-Michel Martins, directeur du groupe EAG, donc, qui est un des principaux distributeurs de voitures sans permis en région parisienne. Donc lui, d'origine portugaise, il me sort un jour, tiens, je vais aller au Portugal en voiture sans permis, tu me suis? Je me rappelle, on était au mondial de l'auto, alors je crois que ça doit être 2016, il y avait le nouveau Koleos. Est-ce que vous étiez à Agen? On était à Agen, ouais. D'accord. Ouais, on n'a pas besoin de ça, c'est ça qui est grave. Et donc, j'étais, il arrive, il me croise sur le stand Renault, j'étais en train de shooter le nouveau Koleos, je m'en rappelle, et il me dit, tiens, je vais aller au Portugal en voiture sans permis, est-ce que tu me suis? Là, je lui dis, bah ouais. Et 6 mois après, on était partis, quoi. Donc, on est parti de Coignères, donc où il a sa concession historique, on va dire. Oui. Et on est allé jusque dans le nord du Portugal. Ouais, vous avez quand même pas tendu l'Algarve. Non, quand même pas. Bah, il aurait été originaire d'Algarve en même temps, on y serait allé, hein, tu sais. Parce que là, on a quand même, en fouillant dans des archives, j'ai vu des gens là, dans les années 90 qui avaient fait 7000 km en 10 jours. Et quand je suis retombé là-dessus, je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit, faut qu'on les batte, là. 7000 km en 10 jours, ouais. 700 km par jour en voiture sans permis, donc je rappelle, bridé à 45 km/h. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on a fait 1800 bornes en 3 jours, donc c'est pas déconnant non plus. Ah oui. Ouais. Bon, l'avantage, c'est que tu te fais jamais flasher. Ouais, c'est ça, ouais. T'es tout le temps à fond, tu te fais jamais flasher. Tout le temps à fond, complètement, ouais. L'étape d'après, c'est de faire ça en Citroën Ami. Et là, ça va être plus compliqué, ouais. Là, ça va être surtout de le faire en 3 jours. Ouais. Alors maintenant, la question rituelle, ton garage idéal, sans limite de budget. T'as droit à 4 voitures. 4 voitures. Bon, alors je pense déjà qu'il faut un truc... Il faut une Mini. À peu près... Non, pas forcément. Faut un truc à peu près polyvalent, tu vois, ouais, déjà. Le Daily. Le Daily, confortable, polyvalent, bien fini, etc. Une Bentley. Exactement, une Flying Spur. La dernière Flying Spur, j'ai adoré. Ah ouais, pas mal. Pour ça, c'est top, ouais. Donc, allez, ça tira bien au teint. Je te vois bien dans une Bentley, toi. Un verre anglais, tu vois, à l'extérieur. Ouais. Avec ta petite veste en tweed, là, tu seras bien là-dedans. Ouais, ça serait pas mal, ouais. Ensuite, il faut un truc sympa aussi pour se faire plaisir. Donc là, je verrais bien une Spyker C8, la violette. Oula, monsieur fait dans l'exotique. Ouais, c'est une bagnole dont j'ai toujours rêvé, en fait. Tu sais que j'en ai essayé une, moi. Salaud. À mes tout débuts. Ah ouais? À mes tout débuts de journaliste auto, je me souviens, c'était pour Autolive. Et on était descendu pour faire je sais plus quoi, un sujet sur... je crois que c'était justement pour ça, pour la C8. On était du côté de Menton, mais j'avais 23 ans à l'époque. Ouais. Et j'ai rencontré le patron de Spyker qui m'expliquait la bagnole, mais je me pinçais pour rêver, quoi. Ouais. Et donc la Spyker, on explique, c'est quand même une supercar batave, avec un look un steampunk, on va dire. Ouais, c'est steampunk, ouais, c'est bien trouvé, ouais. Ouais. Donc c'était une vieille marque qui a vécu genre 20 ans dans les années 20 et puis qui est tombée et qu'un gars a décidé de ressusciter. Un gars qui a voulu racheter Saab quand même, hein, dans le genre la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, c'est pas mal. Ouais, le mec il avait peur de rien, ouais. Mais il y avait un V8 Audi là-dedans, ouais, je me souviens. C'est ça. Qui avait une sonorité assez orgasmique, j'ai envie de dire. Ouais, la voiture, tu l'entendais avant de l'avoir. Hein. C'est ça. Et puis surtout, cet intérieur incroyable, quoi. Alors ouais, c'est pareil, il faut pas prendre n'importe quelle version aussi. Il faut la version, tu sais, avec les jantes façon pâle d'hélice, là. Ouais. Et l'espèce de volant sans airbag où t'as juste le bouton du klaxon au milieu qui fait à peu près, tu sais, un bouton d'interphone, quoi. Oui. Ouais.
C'est celle-là que j'ai essayé. Putain, ça c'est génial. Faudrait que je retrouve le numéro et les photos, je t'enverrai ça. C'est un grand... Donc ça fait 2. Ça fait 2, ouais. Ensuite, je pense qu'il faut un truc pour les tout petits trajets du quotidien, genre en ville ou périurbain. Citroën Ami. Alors, Citroën Ami, ouais. Alors, dans le principe, je sais pas, je parle au rédacteur en chef de Génération Sans Permis. Il y a moyen de faire plus cool. Alors, tu vas me dire plus pervers. Je prendrais bien une JS4, une Ligier JS4. Ah, d'accord. Donc, c'était les premières voitures sans permis Ligier qui sont sorties en 80, qui ressemblaient un peu à un cube à roulettes. Oui, je vois très bien, oui. Ouais. Ça, rétrofit en électrique, tant qu'à faire. Oui, parce que de toute manière, il n'y a aucun intérêt, le mécanique. Bah non, à 50 cm3, voilà. Puis tant qu'à faire, tu donnes un look cool qui t'a transformé. Donc je sais pas, j'avais bien en marron glacé avec les bas de caisse en dégradé crème et l'intérieur en cuir Hermès, quoi. Ça pourrait être cool. D'accord, ok. Mesdames et messieurs, Nicolas Meunier, rédacteur en chef de Génération Sans Permis. À des goûts très sûrs, comme vous pouvez le voir. Donc ça fait 3, et la 4e alors il faut une ancienne quand même. Ah. Une ancienne, alors... Je pense qu'on n'est pas marié à vie avec une ancienne. Je pense que c'est bien de changer régulièrement. T'es en train de me vouloir tordre les règles de mon jeu, toi. Non, mais c'est des voitures qui peuvent changer dans la course. Sachant que je me vois pas garder une ancienne. Enfin, je me vois pas avec plusieurs anciennes parce que j'ai déjà du mal à en faire rouler une régulièrement, tu vois. Donc c'est bien d'en avoir qu'une, mais de changer de temps en temps selon les envies. Enfin, pour le coup, je verrais bien une avant-guerre. Donc, une caisse carrée. Alors, pas une caisse carrée de temps en temps. Enfin, puisqu'on est sans limite de budget, autant avoir une carrosserie spéciale. Un gangloff, un truc comme ça. Ouais, voilà. Je sais pas, t'as des Bentley qui sont sympas. J'adore les Daimler 66 aussi, tu sais, avec ce long capot façon Tex Avery. Sinon, t'as des voisins qui sont cool aussi. Enfin, un truc comme ça, tu vois. Avec une ligne un peu baroque, un peu art déco. Je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs sympas, mais il faut pas se fixer sur une marque parce que c'est vraiment une carrosserie les Alpha 6C aussi qui avait un bruit incroyable. Oh là là, oui. Ouais. Et avec une carrosserie typiquement années 30, un peu baroque, un peu art déco, je pense que ça peut donner. Ouais, c'est sûr, une petite voisin, comme ça après tu peux dire que t'es venu en voisin et tu le dis à tout le monde, c'est ça. Exactement, même à ceux qui habitent au l'autre bout du pays, c'est cool. Voilà. Et alors, si tu ne devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, ça serait laquelle ? Alors là, faut un truc justement polyvalent et qui soit quand même et dont on se lasse pas à la conduite, donc c'est-à-dire qu'il soit à la fois quand même relativement pratique et dont on se lasse pas. Et là pour moi j'ai envie de dire une Ford Mustang Bullitt, la dernière. Ah ouais. Parce que t'as quand même 4 places, t'as un coffre qui est pas trop mal. Pour moi, c'est la seule Mustang que je pourrais acheter parce que t'as la boule de billard en guise de levier de vitesse et cette couleur verte qui fait que t'as pas l'impression d'avoir une voiture de redneck. Ouais, c'est vrai. Et du coup, pour moi, ce V8 qui est incroyable. Donc je pense que c'est un bon compromis et c'est très très difficile de s'en lasser à mon avis. Ouais. En tout cas, je remarque que c'est un des premiers garages idéaux où il n'y a pas d'Audi RS6, où il n'y a pas de Porsche 911. Ah ouais. T'as fait dans l'original et dans l'exotique. Ah bah ça, on peut difficilement faire plus original que la JS4 rétrofitée avec cuir surtout dans un garage idéal, nos limites. C'est sûr que là, oui. Ah bah nos limites, n'empêche, ça coûte cher parce que pour l'homologation du rétrofit, c'est déjà rien que 100 000 €, tu vois. Sur le dossier. Donc, ensuite tu rajoutes le cuir Hermès, je sais pas, mais à mon avis, ça te fait une JS4 à 150 000 à la fin quand même. Je crois que c'est ça le comble du luxe en fait. C'est 150 000 balles dans une poubelle sans permis, quoi. Bon bah écoute Nicolas, c'était vraiment super. On a passé, je crois, un très bon moment. Alors, amis auditeurs, le livre Nicolas Meunier, l'arnaque de la voiture propre, c'est aux éditions Hugo Doc. Voilà. Et c'est en librairie depuis le 3 juin. Oui, je dis depuis le 3 juin. On enregistre ça le 31 mai, donc on est déjà dans le futur, nous, c'est comme ça. C'est ça le podcast Histoire d'Auto. Eh ben écoute Nico, merci pour tout. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Bah oui. Twitter, Instagram, puis ouais voilà, les principaux. Bon bah pareil, vous trouverez les liens dans la description. Eh ben écoute Nicolas, merci beaucoup. Bah merci. Et à une prochaine. À une prochaine, salut. Ciao. Et voilà, merci d'avoir écouté cet épisode 24 d'Histoire d'Auto. On a balancé quelques petites punchlines plutôt rigolotes. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, iTunes, YouTube aussi, on est sur YouTube. Laissez un petit commentaire, une note 5 étoiles, un pouce bleu, c'est pareil, ça aide à faire connaître ce podcast, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous avez aussi le mail pour me contacter, histoiredauto@gmail.com. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les 1er et 15 du mois. À bientôt et bonne route.